Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Vulgarisation des réalisations du gouvernement, le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon s'y attelle. Pour relever encore plus de défis dans ce sens, de nouvelles cellules de base ont été installées. Ce 4 octobre, c'est la Journée mondiale des animaux, une initiative prise pour appeler l'attention sur l'importance du respect de la vie animale, une occasion pour la rédaction de s'intéresser à l'impact des changements climatiques sur l'espèce animale. Face aux inondations qui s'enregistrent tous les ans et qui causent des dégâts dans plusieurs localités du Nord Bénin, le président de l'Assemblée nationale propose une synergie d'action entre l'exécutif et le législatif. C'est ce qui ressort de sa tournée des zones touchées par ces inondations. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Ils sont résolument engagés pour faire barrière à la désinformation. Les membres du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon se mobilisent pour soutenir les œuvres de développement qu'enregistre le Bénin depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. De nouvelles cellules de base ont été installées hier par ce mouvement. Marcel Arrossi. La destination est certaine. Pour cette raison, ce mouvement veut briser toutes les barrières pour atteindre son objectif. Constatez avec moi que toutes les rues que le président Talon est en train de faire aujourd'hui. La gouvernance actuelle du Bénin impacte de manière positive cette jeunesse qui ne veut rater aucune occasion de l'exprimer. Quand un pays est développé, c'est tout le monde qui a bénéficié. Imaginez qu'il y a quelques mois, quelques années, il faut faire des kilomètres pour aller prendre juste une acte tentative. Aujourd'hui, avec le CELI, je pense que c'est possible. Et si nous avons un président qui rêve comme ça, si nous avons un président qui anticipe comme ça, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous soutenir. Un soutien qui se manifeste par ces actions d'échange et d'explication entre les bataillons de Patrice Talon, anciens comme nouveaux. Tout ce que le Bénin vit depuis 4 ans est inédit. Un cercle de plus en plus convaincu, de plus en plus grandissant. À l'issue de cette activité, que je me sens plus rassuré, car je sais que vous êtes suffisamment outillés pour vaincre les barrières de la désinformation. Aujourd'hui, à travers l'exécution diligente du PAG, le Bénin a pris son envol vers le développement durable et équilibré. Il nous faut donc alors, d'une part, consolider les acquis et d'autre part, maintenir le cap afin de garantir à notre pays un avenir épanouissant pour chacun et pour tous. Voilà le message d'envoi en mission de ces 2 nouvelles cellules installées ce jour, la première dans la commune de Semepodji. Jeunes venus d'horizons divers de la commune de Semepodji, sommes réunis pour exprimer notre adhésion totale au mouvement dénommé les Bataillons de Patrice Talon. Ne laissons nulle place où le doute passe et repasse. Un trésor est caché dedans. La promesse d'un avenir radieux pour le Bénin et pour notre commune en particulier. Allons vers les monts et vallées. Restons fermes dans nos convictions. Et la seconde pour conduire le 12e arrondissement de Cotonou. Nous,
leader des bataillons de Patrice Talon du 12e arrondissement de Cotonou, soutenons les actions et réformes audacieuses entreprises par le chef de l'État pour relancer de manière durable le développement économique et social de notre pays. Cet exercice faisant, ce mouvement dit tenir son engagement de contribuer à bâtir un Bénin développé et épanouissant. Face aux dégâts causés chaque année par le débordement des affluents et du fleuve Niger dans les communes de Karimama et de Malanville, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, propose une synergie d'action entre l'exécutif et le législatif. C'est la conclusion qui se dégage d'une tournée qu'il a effectuée dans cette zone touchée par les affres des inondations. Le point de Firmin Bassao. Une vingtaine de morts, des maisons écroulées, 12 000 hectares de cultures détruites et 11 000 ménages affectés du fait des effets induits par les changements climatiques dans la Liborie et particulièrement dans les communes de Malanville et de Karimama. On évalue entre 4 et 5 milliards de francs CFA les pertes rien que dans les deux communes de Karimama et de Malanville. Une véritable catastrophe naturelle qui nécessite des moyens à court, moyen et long terme. La représentation nationale ne pouvait rester indifférente par rapport à ce que nous avons vu sur le terrain. Effectivement, il y a des actions urgentes qui relèvent de l'esprit de compassion des uns des autres, qui les dotent de biens par-ci, d'autres de ce qu'ils peuvent apporter. Mais il y a des actions aussi qui sont dans la durée. En urgence, nous avons apporté notre modeste contribution pour soulager un tant soit peu les peines de nos concitoyens frappés par cette catastrophe. Ensuite, il y a les mesures à court terme que nous pouvons envisager de par nos prérogatives comme de contrôleur de l'action gouvernementale. Avant le vote du budget, nous pourrions interroger le gouvernement sur les mesures qu'il a prises. Devant des périodes de doute et de décadence, se profile toujours une période de reconnaissance, dixit le président de l'Assemblée nationale, qui se focalise particulièrement sur le cas de Karimama. Lorsque nous prenons la route de Karimama et qui préfère composer avec le Niger, nous pouvons demander au gouvernement de se pencher sur ces 45 ou bien 47 kilomètres afin que les populations de Karimama se sentent elles aussi concernées par ce qui se fait au Bénin au lieu de mener ces activités avec la République du Niger. C'est le rôle aussi de l'Assemblée de légiférer dans ce sens. La population de la Liborie doit aujourd'hui se permettre de dire qu'elle est effectivement du Bénin. Parce que dans cette difficulté, une fois encore, une personnalité de ce rang s'est déplacée, accompagnée, n'est-ce pas, d'une très forte délégation représentative. Ça veut dire que la représentation nationale vraiment joue aujourd'hui son rôle. Jamais nous n'avons connu autant de dégâts. Donc nous sommes venus en accompagnant le président de l'Assemblée nationale qui a été très touché par les informations qu'il a reçues et il a voulu, en tant que président de la représentation nationale, venir manifester aux populations son affection, sa sympathie, sa compassion dans ces moments douloureux. Ce qui est arrivé aux populations de Malanville et de Karimama en particulier est assez saisissant. Et face à ces moments douloureux, il faut une synergie d'action entre l'exécutif et le législatif. Assistance aux Mokolé, victimes des inondations dans la Liborie, un acte de la commission linguistique de cette communauté. Les membres de la commission ont offert des vivres et des enveloppes financières. 24 villages au total sont concernés. Wenceslas Sarouaimon et Aziz Alagbe nous en disent plus. 4 tonnes de riz, 80 bidons de 25 litres d'huile de cuisson, plus une enveloppe financière de 400 000 francs.
Avec cette cargaison, la commission linguistique Mokole vient ainsi au chevet de sa communauté, rudement frappée par la furie des eaux. La délégation, sous le signe de la fraternité et de la solidarité, compatit aux peines d'une population en majorité composée de femmes et d'enfants, encore sous le choc. Mais là, les riz, les soja, les maïs, les cases qui sont tombées, et surtout il y a les sacs d'engrais qui sont mouillés trop. Même j'ai compté, j'ai enregistré au moins 15 tonnes d'engrais qui est mouillé. Nous sommes venus pour leur dire nos compassions. C'est la communauté Mokole, ça concerne les Mokole. Et c'est nous qui sommes réunis ici ce matin. On est venu ce matin pour leur dire vraiment que nous sommes sensibles à ce qui s'est passé. On a vu des dégâts vraiment très horribles. Alors, ce qui reste à faire, c'est de demander à la jeunesse de s'armer de courage pour entretenir les restes des récoltes, afin que chacun puisse solder les dettes contractées pour la campagne qui est en cours. Pour les parents des victimes qui malheureusement sont décédés des suites de ces inondations, nous sommes venus dire nos condoléances aux familles. Dans les écoles, pour la plupart sites d'hébergement des déplacés, l'émotion est au comble. Le geste de la commission linguistique est bien réconfortant, au dire des bénéficiaires de Gogwede, Bede, Angara Debou, Lolo, Sa, Gungun et autres. Des dons arrivent depuis un certain temps, mais le désarroi continue. Et ce matin, leur arrivée nous donne encore plus de joie. D'autant plus qu'il s'agit de la communauté Mokole. Qui dit communauté Mokole dit assistance à frères directs. Je crois que nous n'avons pas assez de mots. Je crois que pour une communauté dont la trésorerie ne se porte pas très bien, c'est un gros effort qui a été fait. Dans les 24 villages dénombrés, des centaines d'abris écroulés, des hectares de cultures emportés et même des pertes en vies humaines, c'est le triste bilan dressé par les autorités locales. Sachez, mesdames et messieurs, que ce 4 octobre, c'est la Journée mondiale des animaux. C'est une initiative prise pour appeler l'attention des gouvernements, mais aussi des citoyens sur l'importance du respect de la vie animale. Une équipe de la rédaction a saisi l'occasion pour s'intéresser à l'impact des changements climatiques sur l'espèce animale. Regardez. Ils vivent pour certains dans les eaux, pour d'autres sur la terre. Ils existent par milliers et sont composés de différentes espèces. Ce 4 octobre, les animaux sont à l'honneur. Une façon pour la communauté internationale de reconnaître leur importance dans l'écosystème. Et dans notre écosystème, nous sommes tous liés. Il y a une interdépendance entre tous les êtres vivants, même végétaux. Et c'est important de donner une place aux animaux dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, les activités humaines et la surexploitation des espèces et des ressources naturelles menacent la biodiversité. Que ce soit les humains, les végétaux ou encore les animaux, aucune composante n'est épargnée. Quand on parle de changement climatique, c'est un certain nombre de facteurs de dérèglement climatique qui ont leurs conséquences sur tout ce qui est vivant, donc y compris les animaux. Il y a l'impact sur les habitats, puisque les animaux n'existent pas sans leur habitat, biotope ou milieu naturel. Il y a l'impact sur les animaux eux-mêmes. Ces changements climatiques peuvent amener l'émergence de certaines maladies qui vont décimer les espèces qui n'ont pas de grand pouvoir d'immunité pour pouvoir résister. Donc certaines espèces seront complètement éradiquées. Vous avez le cas qui s'est passé il y a quelques jours en Afrique australe où des populations d'éléphants, il y a une bactérie qui s'est développée à la suite de la saison pluvieuse sur les populations d'éléphants. C'est un cas typique qui peut se manifester. Observez autour de vous. En plein jour, nous avons des moustiques. Des moustiques qu'on appelle les Aedes, etc., qui sont liés au changement climatique. Et c'est lié à la fragmentation des habitats, à la destruction de ces habitats. Parce que ces moustiques-là, avant, ce sont des moustiques de hauteur
qui vivent au niveau des sommets des arbres. Mais aujourd'hui, ces animaux, ces moustiques-là, qui sont également des animaux, sont descendus au plus bas et dérangent aujourd'hui tout le monde, soit à la maison et dans les bureaux. La faune marine est aussi impactée par les changements climatiques. Cette hausse de la température entraîne un réchauffement aussi du milieu marin. Or, nous nous nourrissons donc des poissons marins et la pêche marine aussi apporte beaucoup pour l'économie. Et donc, un réchauffement climatique entraîne une baisse du taux d'oxygène parce que quand la température de l'eau s'élève, la solubilité, l'oxygène n'est plus soluble dans l'eau en tant que tel. Donc ça diminue, ça favorise aussi la baisse du taux d'oxygène dans l'eau. Et par conséquent, cela a un impact sur la vie animale, donc sur les poissons qui sont dans l'eau. Certains vont disparaître, d'autres vont migrer. Pourtant, plusieurs espèces animales contribuent à garantir l'équilibre de l'écosystème. La vie telle que nous la définissons, de façon ramassée, il n'y a que deux choses. Le soleil qui, à travers la lumière, organise un certain nombre d'éléments qu'on appelle la photosynthèse. Et cette photosynthèse est assurée par un certain nombre d'espèces qui assurent la pollinisation, que ce soit les abeilles, qui sont des animaux, les chauves-souris, les oiseaux, qui régulent un peu tout ce qui est production de nourriture, de fleurs, de fruits. Les lombrics, qui sont les vers de terre, c'est des indicateurs même de la richesse d'une terre. Lorsque vous voulez installer un champ, un domaine, et que vous voyez des téricules de lombric, déjà c'est des indicateurs que c'est une terre qui est riche. Des animaux sont fouisseurs, d'autres sont des régulateurs même de la population de certains autres animaux. Exemple, les serpents se nourrissent des rats. Si on tue tous les serpents, vous allez voir qu'au niveau des champs, les rats vont se développer, vont détruire toutes les semences et avec les changements climatiques, au finish, il n'y aura plus de nourriture et la famine va s'installer. Face au changement climatique, s'adapter est l'une des meilleures solutions selon des experts qui préconisent que les pays développent des politiques de conservation de la diversité biologique. Mais un autre courant d'idées propose la diminution des actions qui influencent négativement le climat. Et puisqu'on parle des animaux qu'on retrouve également dans les parcs, pour ce qui est du parc national W, il y a eu passation de charge. La cérémonie a eu lieu à la base opérationnelle d'African Parks et a aussi été marquée par la clôture du plan d'intervention prioritaire. On retrouve Wenceslas Taron-Imon et Aziz Alabé. Après la mise en œuvre avec succès du plan d'intervention prioritaire PIP, African Parks prend désormais la responsabilité totale de réhabiliter et de révéler au monde le parc national W. C'est un honneur et avec enthousiasme que nous recevons cette lourde responsabilité que le gouvernement nous confie de faire du parc W une fierté qui brille bien au-delà des frontières. Cette œuvre, nous la voulons salutaire, d'abord pour les habitants du département de l'Iborie et pour la nation béninoise, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Nous la voulons comme un fer de lance du changement d'un nouvel espoir construit pas à pas pour la conservation, mais aussi d'innovation pour le développement des régions concernées. Cette mission, a priori, semble accomplie du fait des prouesses enregistrées dans l'exécution du premier pan du projet. C'est le lieu de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Athanas Guillaume Talon, pour avoir initié toutes ces réformes au profit de nos aires protégées en général, dont le complexe Parc W du Bénin en particulier. Pour avoir accompagné, avec le soutien de tous les cabinets, le processus de bout en bout, je puis vous témoigner des résultats très satisfaisants obtenus. D'un coût de plus de 2,3 milliards de francs, cofinancé par le gouvernement béninois et la Fondation des savanes ouest-africaines, le plan d'intervention prioritaire a permis d'améliorer la surveillance terrestre et aérienne du parc, avec des investissements en personnel, en infrastructures et équipements de transport, un arsenal qui garantit la seconde phase du projet de réhabilitation. Je suis le plus heureux. Parce que la gestion en ce temps nous avait créé assez de problèmes, assez de victimes, assez d'incompréhension. Aujourd'hui, je crois que avec cette réforme, vous voyez,
que tout le monde se sent concerné. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce qui me rassure de ce qu'aujourd'hui il y a espoir par rapport à la gestion du parc. Monsieur le directeur entrant du Parc national du W, représentant de African Parks Network, à partir de ce jour, 1er octobre 2020, ces deux fleurons que sont les réserves de biosphère de la Pandjari et du W sont officiellement entre vos mains pour une gestion moderne et novatrice capable de révéler le Bénin dans les domaines de la conservation et surtout du tourisme de qualité. Vous nous donnez chaque jour, à travers le système de gestion, prenant en compte aussi bien les experts internationaux que les experts nationaux, la preuve de votre expertise. Au vu de son expertise en matière de préservation, African Parks intervient dans 17 parcs nationaux dans 11 pays d'Afrique. On prend à présent la direction du parc national de la Pandjari où la sécurité se renforce. Les rangers de la 5e promotion de la brigade spéciale de lutte anti-braconnage ont fini leur formation. Ils sont 29 nouvelles recrues pour renforcer la surveillance dans le parc. Les détails de Blaise Adampo et de Michael Nouati. Ils sont prêts pour leur mission. Eux, ce sont les 29 nouveaux rangers du parc national de la Pandjari. Ces hommes ont pour mission de protéger l'une des grandes réserves de faune et de flore d'Afrique face aux menaces telles que le braconnage. L'effectif de départ a été vraiment tamisé pour en arriver là. Et il faut aussi que j'affirme qu'ils étaient 35 sélectionnés pour cette formation. Nous sommes en train de libérer la dernière promotion de 29 rangers qui va porter finalement l'effectif à 149. Nous arrivons au bout du tunnel et c'est une fierté d'avoir cet effectif pour que nous puissions mieux préserver le parc dans tous ses compartiments. Le parc national de la Pandjari s'étend sur une superficie de plus de 35 000 km² répartis sur 3 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. C'est dans le but de mieux le protéger et d'en faire un véritable outil de tourisme que le gouvernement, en mai 2017, a délégué la gestion à African Parks. L'expertise de cette organisation est le fruit de la sortie de cette dernière promotion des Rangers de la brigade spéciale de lutte anti-braconnage du parc. L'opérationnalisation technique est assurée par les unités d'African Parks Network, mais avec le soutien financier du gouvernement béninois et de tous les autres bailleurs que nous avons et qui nous appuient dans l'atteinte de nos objectifs. Il y a la conviction aujourd'hui que nous avons vraiment des éléments capables et qui méritent vraiment d'être des éléments du parc et qui peuvent vraiment contribuer à travers leur endurance à la préservation du parc, qui est vraiment essentielle. La cérémonie de sortie de la 5e promotion des Rangers traduit une réaffirmation de l'engagement de APN dans la protection de la biodiversité et la durabilité des écosystèmes au profit des populations et de la faune de notre patrimoine commun, la Pandjari. La 5e vague des Rangers, dénommée Promotion Buffle, est formée par les experts béninois qui ont appris aux côtés des internationaux pendant les 4 précédentes formations. Durant cette formation, ils ont eu à avoir beaucoup de notions en tactique, beaucoup de notions en combat, en patrouille. Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour capturer un braconnier. J'ai choisi d'intégrer le corps des Rangers pour protéger ce qui nous appartient à nous tous dans le pays, c'est le parc national de la Pandjari. Je suis prêt à défendre la nation et j'ai reçu avec fierté mon attestation. Chacun des 29 rangers a reçu une attestation de fin de formation. Devant autorités, parents et amis, ils prennent la route de leur nouveau lieu de travail, le parc national de la Pandjari. Place à présent à notre revue du web hebdomadaire. Cette semaine, 2 sujets débattus sur la toile ont retenu notre attention. La nomination d'une femme Premier ministre au Togo et l'absence de Stéphane Sessegnon dans la dernière sélection du coach des écureuils. Les échos du web avec Maurice Tanton et Mohamed Bior.
La nomination de Victoire Dogbe comme Premier ministre est une première dans l'histoire du Togo. Cette promotion inédite a fait réagir personnalités et anonymes sur le web, notamment sur les réseaux sociaux. L'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, est l'une des premières personnalités africaines à avoir salué la nomination. Sur Twitter, elle écrit « Sincères félicitations pour votre nomination historique en tant que première femme Premier ministre du Togo. Sachez que les femmes d'Afrique et du monde entier célèbrent votre accomplissement et soutiennent votre réussite. » Comme la première femme chef d'État en Afrique, d'autres leaders féminins du continent ont également salué la promotion de Victoire Dogbe. Phumzile Mlambo, sud-africaine directrice exécutive d'ONU Femmes, et Winnie Bianama, ougandaise directrice exécutive d'ONU SIDA, ont également félicité la nouvelle chef du gouvernement du Togo. À travers l'historique nomination de Victoire Dogbe, plusieurs internautes voient un puissant symbole de promotion du leadership féminin sur le continent. C'est ce qui ressort du commentaire de Jean-Marc Amouzou sur Facebook. Faure Yassingbe vient de donner un exemple. En Afrique noire, une femme peut être Premier ministre. En matière de promotion du leadership féminin, tout est question de volonté politique, analyse de son côté Nadia Nata. L'absence de Stéphane Sesseyon de la liste du sélectionneur national en vue de la prochaine sortie des écureuils du Bénin a également été débattue sur la toile. Non convoqué par Michel Dussuyer, le capitaine de la sélection nationale de football sera absent face aux Panthères du Gabon le 11 octobre prochain au Portugal. Le choix de l'entraîneur des écureuils est diversement apprécié par les internautes. C'est évident que le nom du capitaine soit absent de la liste. Le sélectionneur ne peut pas faire appel à un joueur sans club et qui n'est pas en activité, écrit l'un d'eux sur Facebook. Dommage, mais l'essentiel, c'est l'esprit d'équipe et surtout de remporter des victoires, estime un autre internaute sur le même réseau social. En Guinée, le président Alpha Condé appelle les électeurs au calme en vue de la présidentielle du 18 octobre prochain en France. Le président Emmanuel Macron a accueilli la victoire du non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie avec reconnaissance. Et puis en sport, la Côte d'Ivoire a inauguré hier son nouveau stade olympique qui va abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2023. Robert Copin-Idor. Le président guinéen Alpha Condé prône la non-violence à l'orée des élections du 18 octobre en s'adressant à ses partisans lors d'un meeting mouvementé à Conakry. Nous connaissons le complot de nos adversaires. Ils veulent, en Guinée, c'est la CENI qui organise les élections et qui proclame les élections. Nous savons le plan de quelqu'un, ils veulent le 18 à 18h se proclamer vainqueur et se réfugier dans une ambassade. En pensant qu'il y a la guerre en Guinée, il n'y aura jamais de guerre en Guinée. Alors que les tensions politiques s'intensifient à l'approche du scrutin, Alpha Condé incite les électeurs à ne pas céder à la provocation. On ne prend pas le pouvoir en cassant des véhicules. On ne prend pas le pouvoir en provoquant les autres. Alors, je vous en prie, ne répondez pas à la provocation. Âgé de 82 ans, le président guinéen a fait adopter un référendum contesté en mars qui maintient la limite de 2 mandats présidentiels, mais qui lui permet, selon lui, de remettre les compteurs à zéro et donc de pouvoir se représenter. À Dakar, un violent incendie a ravagé dans la nuit de ce samedi à dimanche un marché historique spécialisé dans la brocante et les boiseries. Il n'y a pas eu de mort, seulement des dégâts matériels, ont déclaré les secours ce dimanche matin, toujours présents sur place, notamment les pompiers armés de lances à eau, près de tas de gravats fumants. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. En France, le président Emmanuel Macron dit accueillir la victoire du non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie lors du référendum d'autodétermination, avec un profond sentiment de reconnaissance
et d'humilité lors d'une allocution solennelle à l'Élysée. Les électeurs se sont exprimés. Ils ont majoritairement confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. En tant que chef de l'État, j'accueille cette marque de confiance dans la République avec un profond sentiment de reconnaissance. J'accueille également ces résultats avec humilité. Sport, la Côte d'Ivoire a inauguré son nouveau stade olympique de 60 000 places, construit avec l'aide de la Chine à Epembe, en périphérie d'Abidjan, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2023. La cérémonie d'inauguration avec un grand spectacle de danse et musique s'est déroulée en présence de 50 000 personnes, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. En pré-campagne électorale, il brigue un troisième mandat controversé à l'élection présidentielle du 31 octobre. Ce joyau architectural réalisé grâce à la coopération sino-ivoirienne force l'admiration des férus du Cuiron. C'est bien de venir de temps en temps suivre les matchs ici et le cadre est agréable et tout le monde est à l'aise. Je pense que c'est l'idéal, quoi. Franchement dit, ce stade est vraiment merveilleux parce que l'intérieur et l'extérieur est vraiment magnifique. Et on dit merci au président Ado. Le stade et les installations annexes ont coûté 143 milliards de francs CFA, dont 63 milliards financés par la Chine, selon les autorités ivoiriennes. Le stade d'Epembe devient le plus grand stade de la Côte d'Ivoire, détrônant le stade Houphouët-Boigny, situé dans le centre d'Abidjan. Il accueillera le match d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 2023. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.